choisi TV5 Monde. Jamais Vladimir Poutine n'aura autant défié les Occidentaux. Le président russe s'exprime en ce moment même. Il se dit prêt à démilitariser l'Ukraine, l'ensemble de l'Ukraine et non pas seulement l'Est de l'Ukraine. Une partie de cette édition sera bien sûr consacrée à ce conflit russo-ukrainien. C'est un joyau du Second Empire. Le théâtre impérial du château de Fontainebleau a pu être restauré grâce à 10 millions d'euros venus d'Abu Dhabi. Résultat, depuis sa réouverture en 2019, il s'appelle Théâtre Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. La France ne devrait-elle pas davantage s'interroger sur cette diplomatie du carnet de chèques? Décryptage dans le grand angle. Et puis Marina Foïs à l'affiche du premier long métrage de Jérémy El-Kaïm. Ils sont vivants, un film qui s'inspire de l'histoire d'amour entre une militante du Front National et un migrant iranien de Calais. L'actrice et le réalisateur sont les invités de Patrick Simonin. 64 minutes, c'est parti. À la une de l'actualité, les premières sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. L'Allemagne suspend l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2. L'Europe veut cibler les banques russes et l'accès aux marchés européens. Une situation qui ravive des souvenirs douloureux de la guerre de 2014. Reportage auprès des civils à Chastia, près de la ligne de front. Une ville coupée du monde, nous dira Lou Bureau. Nous retrouverons aussi Paul Gogo pour les toutes dernières informations en direct de Donetsk, une ville au cœur du conflit. Et puis après les députés de la Douma, le Sénat vient d'approuver l'envoi de militaires en soutien aux séparatistes du Donbass. Nous verrons ce que pensent les moscovites de ce conflit avec leurs voisins ukrainiens. Les États-Unis saluent ce soir la suspension du stratégique gazoduc Nord Stream 2 par l'Allemagne et s'apprêtent à annoncer leurs propres mesures de rétorsion contre la Russie. L'Europe se mobilise également. On consacre bien évidemment une partie de ce journal à ce conflit russo-ukrainien avec Paul Germain à Bruxelles. Paul Gogo, je viens de le dire, à Donetsk, dans l'une des républiques autoproclamées du Donbass, désormais reconnue par Moscou. L'analyse en plateau de Patrick Martin-Genier. Mais pour commencer, Antoine Delpierre à Paris, où les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont plancher sur des sanctions. Bonsoir Antoine. Rien d'officiel semble-t-il à l'heure qu'il est, mais on commence à y voir un peu plus clair sur la tonalité de ces sanctions, hein. Oui Mohamed, les Européens voulaient aller vite après l'annonce de Vladimir Poutine hier soir et ils ont profité bien d'un forum qui se tenait cet après-midi à Paris pour tenir une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères européens. Et alors cette réunion, elle s'est tenue. La conférence de presse est encore en cours actuellement. Néanmoins, on en sait un peu plus sur ces mesures. Ils voulaient aller vite, notamment parce que il y a déjà Londres qui a annoncé son paquet de mesures, notamment aussi Berlin qui a annoncé, vous l'avez dit, suspendre l'autorisation de mise en service du gazoduc Nord Stream 2. Alors les 27, eux aussi, devraient annoncer un paquet de mesures, tout d'abord qui devrait viser des personnes dans l'entourage de Vladimir Poutine, des personnes, des responsables politiques, mais aussi des oligarques. On sait aussi que ce deuxième paquet de mesures, il devrait aussi concerner les banques qui financent notamment cette guerre dans les régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk. On sait aussi, et ça n'est pas la moindre des mesures et des sanctions, c'est qu'il devrait limiter l'accès aux marchés et aux services financiers de l'Union européenne, là aussi pour limiter le financement de cette politique agressive selon les Européens. Et puis enfin, il y a un quatrième paquet de mesures qui devrait concerner le commerce avec ces régions séparatistes en provenance ou à destination de l'UE, là aussi pour limiter le financement et faire comprendre, je cite, les conséquences économiques aux responsables de ces régions. Les 27 l'annoncent d'ores et déjà, même si on attend encore des précisions sur ces sanctions. Ils l'annoncent, ce n'est qu'un premier paquet de mesures et ils se réservent d'ores et déjà le droit d'augmenter le degré de ces sanctions à l'avenir si la situation l'exigeait. Merci Antoine, en direct du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères. Direction Bruxelles où l'on retrouve Paul Germain. Bonsoir Paul. Vladimir Poutine a donc renversé la table. Les Européens pourtant ont cru jusqu'au bout aux accords de Minsk. La question elle est simple. Ce soir, est-ce qu'il reste encore une place pour la diplomatie, d'autant plus que Vladimir Poutine, je le disais, se dit prêt à démilitariser l'Ukraine? Mohamed, relancer la diplomatie, ça semble difficile aujourd'hui. On ne voit d'ailleurs pas très bien quelle carte on pourrait jouer parce que, comme vous l'avez dit, Vladimir Poutine a renversé la table. Hier matin, rappelez-vous, Emmanuel Macron laissait encore entrevoir la perspective d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, si on n'est pas en guerre, on est au bord de la guerre. Le commissaire européen Didier Reynders déclarait d'ailleurs ce matin que la reconnaissance de l'indépendance de
deux républiques, de deux territoires séparatistes en Ukraine pouvaient être qualifiés d'actes de guerre. Ce qui est sûr, c'est que les Européens ne vont pas lancer des troupes sur le sol ukrainien et la question est de savoir si les sanctions économiques vont suffire. Est-ce qu'elles vont faire trembler les murs du Kremlin? Mais vous savez, rappelez-vous, il y a quelques jours à peine, l'ambassadeur russe en Suède disait les sanctions économiques, on s'en fout. En fait, comme me le disait un député européen qui connaît bien la Russie, le seul moyen de renouer le dialogue avec Moscou, ce serait de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à savoir que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Mais quel dirigeant européen oserait dire cela aujourd'hui? Merci Paul. Avec nous en plateau, Patrick Martin-Genier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales. Les sanctions, on s'en fout, disait ce diplomate russe. De toute façon, est-ce qu'elles n'arrivent pas trop tard, ces sanctions européennes, britanniques? Oui, Américaines sans doute dans les je pense que ces sanctions auraient dû intervenir bien plus tôt, alors que les Russes ont été constamment agressifs. Ce sont eux les agresseurs. Et donc, Volodymyr Zelensky avait dit que les sanctions économiques doivent intervenir rapidement, parce que ça aurait dû avoir un effet dissuasif. Et donc, finalement, on a été relativement passif du côté de l'Ouest, du côté des États-Unis. On a toujours dit, nous ne prendrons des sanctions, finalement, des sanctions que si il y a une invasion ou une agression militaire. Aujourd'hui, cette agression est intervenue. Ça n'a absolument pas dissuadé les Russes. Je ne suis pas persuadé que les quelques sanctions qui vont être prises seront de nature à les empêcher d'aller plus loin. Vous venez de dire que Vladimir Poutine voulait démilitariser l'Ukraine. Ça veut dire qu'il s'apprête à envahir militairement l'ensemble du pays et non pas uniquement le Donbass. Démilitariser, ça veut vraiment dire ça? Ça veut pas dire, ça veut pas dire créer une zone tampon plus loin ou autre? Démilitariser, ça veut dire que vous enlevez tout danger militaire. Donc d'une certaine façon, c'est les empêcher de pouvoir se défendre, de pouvoir constituer une force de défense nationale. Bref. Et qui peut quoi? Qui peut quoi face à cela? Parce qu'au fond, est-ce que l'OTAN va envoyer quoi? Bien sûr que non. Joe Biden l'a dit, il est hors de question d'envoyer des soldats américains sur place. Ce pays n'est pas dans l'OTAN de toute façon, donc il ne peut pas invoquer la clause d'assistance mutuelle. On est bien d'accord. La France ni personne n'enverra qui que ce soit. Nos seuls leviers, ce sont des sanctions économiques, à condition que ce soit des sanctions économiques extrêmement fortes et dissuasives. Et ça, nous verrons ce que l'Union européenne va annoncer demain. Le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé, par exemple, des sanctions contre 5 banques russes et des oligarques proches du Kremlin. Et on va poursuivre, restez avec nous, Patrick Martin-Genier. Après la Douma, c'est le Sénat russe qui vient d'approuver à la demande de Vladimir Poutine l'envoi de militaires dans la région séparatiste du Donbass. Le président met donc la main sur une partie de l'Est de l'Ukraine. Pourquoi a-t-il brusquement décidé de reconnaître les républiques autoproclamées hier, alors que Paul nous le disait il y a quelques instants, un sommet était encore possible avec Joe Biden? Élément de réponse avec Maëva de Froyenne. Il n'a fallu que quelques secondes à Vladimir Poutine pour balayer les accords de Minsk, passés il y a 8 ans. Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Il légitime ainsi une éventuelle offensive militaire dans ces territoires russophones situés dans le Donbass. Voilà l'Ukraine et l'Europe plongées dans une grande incertitude après des mois de confrontation. Une escalade de tensions qui questionne et fait réagir. Londres dit s'attendre à une longue crise. Paris, qui tente de jouer l'arbitre, a même déclaré « Le président Poutine a tenu ce lundi soir un discours qui est à la fois politico-historique, accusatoire, qui mêle des considérations très diverses, de type à la fois rigide et paranoïaque. » Vladimir Poutine paranoïaque ou fidèle à ses positions? Le maître du Kremlin estime en tout cas que la Russie fait face à une très grande menace en Ukraine et que les garanties qu'il attend depuis des années ne sont pas respectées. Il demande notamment aux États-Unis l'assurance que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, sans succès. Nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire à l'intérieur des frontières impériales. Ce n'est absolument pas vrai. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques. La Russie n'a pour l'instant pas l'intention de déployer ses forces dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine, mais le fera en cas de menace. Et on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux en direct de Donetsk. Bonsoir Paul Gogo. Comment sont perçues les dernières déclarations de Vladimir Poutine dans cette ville du Donbass?
Eh bien, ici à Donetsk, il y avait un peu d'inquiétude hier soir lorsque Vladimir Poutine a fait cette annonce, parce que, comme beaucoup de gens d'ailleurs en Europe aussi, beaucoup d'observateurs en Europe, certains habitants de Donetsk craignaient que cette décision n'entraîne qu'une guerre encore plus difficile, plus forte. Des gens que j'ai pu rencontrer aujourd'hui sur le terrain à Donetsk, en dehors de Donetsk, j'ai la sensation, de ce qu'on m'a raconté, que les gens sont majoritairement plutôt heureux de ces décisions, parce que tout le monde m'a dit, ces décisions de Vladimir Poutine, c'est une volonté de sa part de venir nous protéger, nous les gens du Donbass, face à l'Ukraine qui nous bombarde. J'ai rencontré des gens divers et variés, qui parfois ne sont pas forcément hostiles à l'Ukraine, mais tous constatent qu'ils vivent dans ce territoire et que depuis 8 ans, les bombes viennent la plupart du temps d'Ukraine, de ce côté-là du front. Et donc, les gens que j'ai rencontrés, notamment ceux qui étaient cet après-midi dans un village du sud de Donetsk, qui vivent depuis plusieurs jours maintenant sans eau à cause des bombardements et avec des explosions encore récurrentes, parfois particulièrement fortes, eh bien ces habitants-là, effectivement, eux, n'attendent qu'une chose, c'est la fin de la guerre. Et ils estiment que cette décision de Vladimir Poutine, elle va mener à la fin de la guerre. Merci Paul pour toutes ces informations. On va maintenant se rendre de l'autre côté du front, à 80 km seulement de Donetsk, où on retrouve notre envoyé spécial Lou Bureau. Bonsoir Lou. Quelle est la situation ce soir de votre côté? Vous vous trouvez tout près de la ligne de front, Oui, bien écoutez, Mohamed, la situation est de plus en plus inquiétante, je dirais même de plus en plus critique. Je reviens tout juste de la ligne de front cet après-midi et j'ai pu observer les résultats d'un bombardement au mortier qui a tué hier soir un civil ukrainien juste devant sa maison. J'ai pu voir aussi sur les routes des missiles, des impacts de missiles Grad, donc on parle de missiles qui sont généralement peu utilisés dans ce conflit, des missiles qui peuvent être utilisés sur des distances d'une dizaine de kilomètres. Donc on est vraiment en train d'être dans une intensité qui est en train de grandir et c'est extrêmement inquiétant, surtout qu'il y a des villes actuellement où il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage alors qu'on est en plein hiver. Et donc voilà, les habitants ici sont extrêmement inquiets. J'en ai rencontré certains qui sont en train de faire leurs valises, d'autres hésitent encore. Mais c'est vrai que là, on a eu les dernières nouvelles. On vient d'apprendre que Vladimir Poutine avait autorisé l'armée russe qui est déjà dans le Donbass à engager le combat. Donc ça veut dire que peut-être cette nuit, il y aura une invasion ici. Parce que, comme je le rappelle, comme vous le disiez juste avant, Vladimir Poutine a déclaré que la souveraineté du Donbass, des territoires séparatistes, pouvait s'exercer sur toute la région administrative, donc ça inclut des territoires ukrainiens, ça inclut les territoires dans lesquels je me trouve actuellement. Donc cela veut dire que peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours, il pourrait y avoir une invasion ici, et ça bien sûr, ça inquiète énormément les habitants. Merci beaucoup Lou, et parmi les villes coupées du monde dont vous parliez, privées notamment d'électricité, il y a Chastia, vous y êtes rendu ces dernières heures, on va voir votre reportage sans plus attendre. Il est 14h, des obus viennent de tomber sur cette centrale électrique qui alimente la ville ukrainienne de Chastia. La violence des impacts a décimé les arbres aux alentours. Un réservoir de gaz est encore en feu, mais impossible pour les pompiers d'intervenir ici. La zone est bien trop dangereuse. À quelques kilomètres, dans le centre-ville de Chastia, les habitants se préparent à passer la nuit, sans électricité ni eau courante, alors que les bombardements continuent. Et oui, on en est réduit à ça. J'ai 67 ans et je dois porter ce truc. La situation est de plus en plus incertaine. Personne ne sait de quoi les prochains jours seront faits. Alors certains habitants comme Anastasia ont pris la décision de partir. Avec son fils de 5 ans, elle prépare ses affaires pour être prête à quitter son appartement dès demain. Ce soir, on va aller chez mes parents, pas très loin d'ici, parce que la situation devient critique. Et après, on ira à Kiev, puis dans l'ouest de l'Ukraine. Difficile pour Anastasia d'expliquer à son fils Kira les bombardements devenus quotidiens ces derniers jours. Tu as peur ? Non, c'est juste dans le ciel. C'est le soleil. Donne-moi ta main. Ta deuxième main. Sa voisine, Valentina, a choisi elle de rester, tout comme durant ces 8 dernières années de guerre. Si j'étais plus jeune, bien sûr que je serais partie à l'étranger. Là-bas, je pourrais exercer normalement mon métier d'enseignante, ce que je faisais avant ici. Je ne vois que très rarement mes petits-enfants.
Et ça me rend très triste. Ils vivent de l'autre côté, à Lugansk, et maintenant, ils sont partis quelque part. C'est trop dur pour moi de parler de ça. Je ne peux pas. Pour de nombreuses familles ukrainiennes du Donbass, le temps passe, mais les cicatrices perdurent. Avant de partir, Valentina et son mari tiennent à nous montrer leur bibliothèque. La littérature française qu'elle affectionne tout particulièrement et qui lui permet parfois de s'évader et de ne plus penser à la guerre. Voilà pour ce reportage TV5 Monde signé Lou Bureau. Patrick Martin-Jonnier veut tourner vers vous. Qu'est-ce qui vous a frappé hier dans le discours de Vladimir Poutine? Il continue de s'exprimer. Hier, on a le sentiment qu'il a nié la légitimité même de l'État ukrainien en disant c'est un État fantoche qui n'existe pas, il est sous la coupe de la CIA, il a été créé par Lénine. Oui, non mais c'était extraordinaire le discours qu'il a tenu. C'était un discours passéiste. Effectivement, l'Élysée a utilisé le terme de paranoïa, comme si c'était l'Ukraine qui allait attaquer la Russie. Il a fait appel à la mémoire historique de la Grande Russie, mais en ce compris, Vladimir Ilyich Lénine, qui a créé l'Ukraine. Et donc, il a effectivement loué le passé communiste comme si il s'exprimait comme ancien, finalement, président du Parti communiste soviétique. Il était dans son délire soviétique. C'est un homme qui a 70 ans, il ne faut pas oublier. Et donc, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière sous le KGB et qui a en tête, effectivement, contrairement à ce qu'il dit, cet empire soviétique où on avait des États tampons, protecteurs, ce qu'on appelait à l'époque le glacis soviétique, qui lui permettait d'avoir toute une série d'États affidés qui devaient protéger la Grande Russie. Ce qui m'a frappé aussi, si vous voulez, c'est la façon dont s'était exprimé. On a eu l'impression d'un leader communiste des années 80, sans aucun charisme, qui s'adressait comme ça à la population d'une façon tout à fait machinale. Mais qui dit peur, qui dit communisme, dit aussi peur de l'Occident. On parle beaucoup de la guerre froide qui reviendrait. Est-ce que c'est pas aussi pour lui une manière de dire stop, ça suffit, l'OTAN, plus jamais vous ne viendrez titiller nos frontières? Oui, c'est absolument ça. Et il avait dit d'ailleurs, nous souhaitons que la Russie soit respectée. Les agresseurs, c'est l'OTAN. Comme si l'OTAN allait agresser la Russie, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle avance ses pions quand même depuis la fin de elle avance ses soviétique. pions, certes, mais elle les avance avec une vocation défensive. La charte de l'OTAN, elle est là pour défendre. La Russie ne le voit pas ainsi. Et elle ne le voit pas ainsi, certes, mais dans la charte de l'OTAN, on est là pour défendre la liberté, défendre des pays, ex-pays soviétiques de l'Est de l'Europe. Vladimir Poutine dit qu'elle n'a pas toujours eu ce caractère défensif, mais offensif. Il a cité l'Irak, il a cité l'Afghanistan, il a cité d'autres pays. Peut-être, mais en tout cas, il est hors de question de viser la Russie. L'Ukraine est un pays souverain. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est qu'on est en train de déterminer l'avenir de l'Ukraine sans en parler d'une seule façon. Et bien justement, on va en parler avec vous juste après, parce qu'aujourd'hui, le président Zelensky demande à l'Union européenne d'acter justement son accord d'adhésion. Mais d'abord, on va tout de même faire un détour par Moscou, parce qu'on ne sait pas du tout ce que pensent les habitants de la capitale russe. Voici quelques réactions compilées par Mylène Girardot. Des civils pro-russes évacués de la République autoproclamée de Donetsk. Des femmes, des enfants, des personnes âgées sont accueillis par le ministère russe des situations d'urgence qui parle déjà de plus d'1 demi-million de réfugiés. Un chiffre sans doute exagéré. Depuis plusieurs jours, la télévision russe diffuse en boucle des images comme celle-ci. De quoi préparer l'opinion publique à l'envoi de chars russes dans le Donbass. Si l'Occident parle de guerre, dans les rues de Moscou, on parle de paix et de défense. C'est un jeu politique, mais si la Russie reconnaît les républiques sécessionnistes et que les gens vivent en paix, je serai très heureuse. Je remercierai tout le monde. Poutine et n'importe qui d'autre. La paix. Le Donbass a besoin de paix. Nous devons défendre le pays et conduire les Américains et les troupes pro-occidentales loin de nos frontières. Elles essaient de conquérir la Russie depuis le siècle dernier et probablement depuis des siècles. On est trop bien pour eux. Mais cet élan pour défendre les voisins du Donbass et les frontières de la Russie ne fait pas l'unanimité. Certains moscovites semblent craindre un conflit de grande ampleur. La situation géopolitique est déjà tendue avec l'Europe et les États-Unis. Et elle va encore empirer. Pour gagner les opinions publiques, les arrangements avec la vérité sont légion dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une bataille de l'information qui fait rage côté russe,
comme côté ukrainien et occidental. Patrick Martin-Genier est toujours avec nous, spécialiste des questions européennes et internationales. 2 questions pour terminer cette première partie. On verra tout à l'heure quelles conséquences pour l'Europe. Mais d'abord, la voix ukrainienne, vous avez raison, on l'entend peu. Oui. Aujourd'hui, le président Zelensky dit on veut plus d'armes des Occidentaux. Il dit aussi on veut clairement cet accord d'association avec l'Union européenne. Là encore, pourquoi l'Europe ne l'a pas fait? Est-ce que c'est pas trop tard? Oui, parce que l'Europe, finalement, avance très lentement. Il y a une exigence politique. On aurait dû, effectivement, intégrer plus rapidement l'Ukraine avec l'accord d'association, mais certainement en l'intégrant dans l'Union européenne. C'est ce qu'on avait fait avec la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie. Il y a des critères, mais l'Europe est une grosse machine qui réagit mollement et lentement. Il faut un accord d'adhésion, il faut négocier, il faut un accord unanime de l'ensemble des États, et ça, c'est extrêmement difficile. On aurait dû le faire avant. C'est une grosse erreur politique de ne pas avoir intégré l'Ukraine, même dans sa proposition d'adhésion à l'Union européenne. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est aujourd'hui, on n'a peut-être pas suffisamment écouté Volodymyr Zelensky, et notamment par rapport à sa demande de protection. Il a encore demandé à Munich, à la conférence de la sécurité, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y a encore beaucoup de temps avant l'adhésion de son pays à l'OTAN. Il est très clair aujourd'hui que certains pays comme l'Allemagne ne veulent plus de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est bien les relations économiques. Sur ce point, il semblerait que Vladimir Poutine ne soit pas contre, mais sa parole compte peu au final. Ce que veut Vladimir Poutine, c'est finalement un État complètement dépendant de lui. Or, les relations économiques avec l'Ukraine doivent être importantes. C'est une façon, effectivement, de lui permettre de vivre son État souverainement. On ne demande plus l'avis de Volodymyr Zelensky, alors que c'est lui qui est en cause. C'est l'acteur majeur. C'est l'acteur majeur. C'est comme si c'est comme si on était à Yalta et qu'on allait se partager, se dépecer ce pays sans l'accord du principal intéressé. Alors, une dernière minute pour terminer, les conséquences pour l'Europe. La première, selon vous, économique bien sûr, avec ce gazoduc suspendu, mais encore mais des conséquences économiques parce que nous faisons l'essentiel de notre commerce, plus de 50% de notre commerce avec la Russie, c'est le cas également de la Russie en Europe, c'est de l'ordre de 55% de son commerce avec l'Union européenne, et l'Europe dépend également, et d'ailleurs les exportations d'énergie de la Russie, c'est 60% également des exportations de la Russie. Donc ça veut dire que c'est très important. Et en ce qui nous concerne, nous sommes très dépendants. L'Europe dépend à hauteur de 40% pour le gaz naturel de la Russie, et pour l'Allemagne, ça va bien plus haut, à 55-60%. Donc ça veut dire que si on décide d'aller vers des sanctions économiques, eh bien la Russie dispose de moyens de rétorsion très importants qui pourraient nuire à notre propre indépendance énergétique et économique. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier. Le journal de l'économie à présent avec Vicky Bogart. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal de l'économie. À la une de l'actualité, le conflit en Ukraine pourrait avoir des conséquences sur le portefeuille des Européens. Berlin a suspendu l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Long de 1230 km, il venait d'être achevé et il attendait d'être mis en service afin de doubler la quantité de gaz livrée chaque année à l'Europe. Cette annonce fait exploser les prix déjà très hauts. Il faut savoir que l'Union européenne importe 40% de son gaz depuis la Russie. Autre conséquence de l'aggravation du conflit, les cours du pétrole s'envolent. Ce mardi, le prix du Brent frôle la barre symbolique des $100 le baril, car la Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole. Enfin, les Russes sont les plus gros exportateurs de blé au monde, et les bruits de bottes font donc grimper le prix des céréales, qui était lui aussi déjà très élevé. Et ces tensions font également s'envoler les cours des minerais stratégiques, comme le nickel. Il est surnommé le métal du diable, car les mineurs le trouvaient particulièrement difficile à extraire au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il porte toujours bien son nom, car son cours fait l'objet de spéculations et il est donc très volatile. Le prix de la tonne de nickel vient de franchir les $24 000. C'est du jamais vu depuis 2011. Les investisseurs redoutent des problèmes d'approvisionnement, car la Russie est l'un des plus importants producteurs avec l'Indonésie. Or, ce métal est indispensable à la fabrication des voitures électriques. Une éventuelle mise à l'arrêt des flux de métal entre la Russie et l'Europe pourrait donc déstabiliser l'industrie automobile. Et face à ce risque d'un conflit armé aux portes de l'Union européenne, les marchés reculent. C'est évidemment la bourse de Moscou qui a été la plus touchée, avec une baisse de 12% lundi, et la chute se poursuit. Les places financières européennes sont elles aussi très inquiètes.
Le constructeur automobile de luxe Porsche sera-t-il bientôt coté en bourse? La marque fait partie de Volkswagen qui a déjà bien avancé sur le sujet, mais la décision finale n'a pas encore été prise. Il faut dire que le deuxième groupe automobile mondial est en quête de fonds pour financer sa transition électrique. 300 millions d'euros. C'est notre chiffre du jour. Et c'est l'amende infligée par l'autorité de la concurrence à EDF pour abus de position dominante. Il lui est reproché d'avoir exploité abusivement des fichiers clients dans une logique de conquête commerciale. Pour rappel, EDF traverse une période très difficile. L'énergéticien va bénéficier d'un plan d'urgence financé par l'État français à hauteur de plus de 2 milliards d'euros. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.